Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes au plateau de votre émission Grand Jury en direct depuis le studio vert de la télévision Espoir 47 de Tchévier. Bienvenue également sur les ondes des radios partenaires. Je veux parler de la radio KMTB à Lomé sur la 102.7 FM, la radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Aneho, et puis pour les internautes, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Comme ce matin, nous sommes ensemble avec deux invités pour décrypter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Parlant de l'actualité sur le plan social, elle est relative à 72 heures de grève et 2 jours de sitting à observer donc la semaine prochaine par les travailleurs du Togo sur l'appel de la synergie des travailleurs du Togo. Nous allons également parler du processus électoral avec tout ce qui l'entoure, passant par les mouvements des acteurs de défense des droits de l'homme avec le mouvement Tchoboué qui observe ce matin encore un sitting après l'échec de celui d'hier. Nous allons également parler de la désolidarisation de la base de Sibal Togo, des décisions prises par son premier responsable, Claude Améganvi. Et nous allons revenir voir dans quel contexte se prépare le scrutin du 15 avril prochain. Et ce sera avec deux invités, Justin Anani, journaliste freelance. Bonjour Justin. Rodrigue, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les fidèles branchés de cette émission. Et voilà, sans oublier les internautes, bien sûr. Tout à fait. On n'oublie pas. Parce que nous sommes suivis en Europe, les Togolais de la diaspora. Effectivement, nos frères qui sont au niveau de la diaspora, on ne les oublie pas, on les salue. Et nous pensons qu'avec tout ce qu'on fait, chacun est quand même servi d'une manière ou d'une autre. Ce qui nous amène à dire merci à nos partenaires, tels que je les ai cités tout à l'heure, Radio VGK, Radio Lumière, surtout ceux qui nous desservent sur le web, ebenradio.com et le www.togovision.com. Germain Pouli, voilà, c'est le nom de notre second invité. Bonjour Germain. Bonjour Rodrigue, bonjour à Justin, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs. Et voilà, comme étant le dernier rendez-vous autour de ce plateau ce vendredi, je m'en vais vous demander, Germain, selon vous, les sujets qui ont meublé les fonds des débats cette semaine. Je crois que ce sont les sujets que vous avez annoncés tantôt. C'est déjà la grogne sociale avec ces sorties des responsables de la STT, des deux ministres aussi, pour clarifier un peu les sujets relatifs aux mesures prises par le gouvernement pour voir qui vient au travail et qui observe la grève, et puis les revendications aussi qui n'ont pas baissé, et les discussions qui n'ont toujours pas cours, la STT qui n'a pas rejoint donc les discussions. Et il y a aussi cet appel à la mobilisation de fonds lancé par l'ANC, enfin CAP 2015. Oui, disons, la base c'est l'ANC. Pour assurer la prise en charge de ses représentants dans les bureaux de vote. Comme disent les responsables, donc pour sécuriser leur vote, donc 15 000 francs par bureau de vote sur 9 000 bureaux de vote, je crois que ça donne 135 millions. Alors, je pense que c'est le calcul qui a été fait. Et puis, il y a aussi cet échec donc, de ces ODDH-là qui voudraient bloquer le processus électoral et qui appellent à une transition au cours de laquelle il n'est pas encore tard. On pourra faire des réformes. On reviendra dans le débat, pour en parler. Et donc, je crois qu'il y a aussi ce sujet d'actualité qui est la tournée donc, de la DOSI dans la délégation à l'organisation du secteur informel, voilà, dans les marchés de Lomé, où un message est passé avec des partenaires comme l'INAM, le FNFI, les ministères de l'Agriculture, voilà, du Commerce, du CAMEG, et pour voir avec les femmes des marchés ce que la DOSI peut faire ensemble donc, pour améliorer un peu leurs conditions de vie et de travail et par rapport au programme du gouvernement en cours, donc voir comment associer ces femmes-là et les aider donc à s'épanouir sur le plan commercial. Et donc je crois globalement c'est un peu les sujets qui ont marqué cette semaine. Voilà, Justin, même exercice. Bon, je pense que mon confrère venait d'énumérer quelques-uns de ces sujets, mais il faut quand même le souligner au niveau de la Société nationale de phosphate du Togo, SNPT, ça bouge là-bas également, tout ce qui est des mouvements sociaux, la grève, que ce soit à Kbemewa Haote,
Et en dehors de ça également, vous l'avez si bien énuméré, l'Assemblée générale de la STT, avec en toile de fond tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'extrême nord du pays, à Dapaon, où le front est vraiment en ébullition. Donc je pense que ce sont également les éléments qui font partie de l'actualité et qui dominent aujourd'hui le débat un peu partout dans l'opinion. Et voilà, sans oublier aussi la sortie de ce collectif de mouvements, d'associations d'étudiants et d'élèves flambeaux citoyens qui appellent également à l'arrêt du processus et aux réformes avant toute élection au Togo. Ceci étant, rapidement, nous allons démarrer avec la synergie des travailleurs du Togo qui était en assemblée générale synchronisée sur toute l'étendue du territoire national hier dans l'après-midi, et la grande décision sortie, c'est la reconduite donc de la grève, 72 heures de grève les mardis, mercredis et jeudi prochains, et puis 2 jours de sitting le lundi et le vendredi entre 8h08 et 11h11, ce qui veut dire tout simplement que la synergie reste sur le pied de guerre. Germain. Oui, sur le pied de guerre, non. Je crois que la synergie commence par nous habituer avec du déjà vu, donc depuis plus d'un mois. C'est 2 jours de sitting, 3 jours de grève, refus de rejoindre la table de discussion. On revendique plutôt d'avoir l'exclusivité de discussion avec le gouvernement, et donc on tourne en rond. Donc on attend de voir la semaine prochaine si l'effet escompté par la synergie est atteint. Et on verra s'ils vont lancer encore 3 jours de grève, 2 jours de sitting. Voilà. En tout cas, oui. Justin Anani, par rapport à la grogne sociale, vous avez parlé tout à l'heure du cas de la SNPT avec les travailleurs du Togo au niveau de la synergie des travailleurs. On a suivi également 2 autres des centrales syndicales qui, hier, étaient en conférence de presse pour apporter leur soutien à la synergie des travailleurs du Togo, et ils estiment faire appel dans un proche avenir à un mouvement social généralisé sur toute l'étendue du territoire national. Oui, moi je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui dénote suffisamment que le pouvoir laisse la situation pourrir, et que dans ce registre-là, on ne va pas estimer que, bon, on laisse la synergie continuer ses mouvements de grogne et de grève, ainsi de suite, et que par après, lorsque la situation sera complètement pourrie ou lorsqu'ils seront complètement fatigués, ils vont reprendre chemin. Moi, je ne le pense pas. Et plutôt, il revient à ce gouvernement-là de faire un vrai jeu, d'être vraiment sincère avec tout ce qu'il prend comme engagement vis-à-vis de ces travailleurs-là. Parce que hier, on vous faisait croire que c'est seulement peut-être ici à Lomé ou que ça bouge, et que ça bougeait, mais en réalité, lorsque vous analysez la situation aujourd'hui, c'est pratiquement l'ensemble du territoire national. Ça voudrait dire qu'il y a un gouvernement qui est en place, qui a laissé une situation pourrir, et aujourd'hui, n'ayant pas peut-être la formule magique pour décrypter la crise, et pense plutôt menacer les travailleurs. Et je pense que sur cet angle-là, je ne crois pas que ce mouvement syndical puisse quand même fléchir. Parce que lorsque vous avez de pas les passer... Est-ce qu'il s'agit de menaces? Ce n'est pas plutôt des mesures conservatoires, parce que le gouvernement est soucieux quand même de l'avenir de cette génération, peut-être sur le plan éducatif. Non, je pense que lorsqu'on est en face d'une situation comme la nôtre aujourd'hui, où le gouvernement a pris des engagements, et que pendant des mois durant, pendant des années durant, ce gouvernement n'a pas daigné respecter ses propres engagements, je pense que la première responsabilité incombe à ce gouvernement-là, qui n'arrive pas à jouer pleinement franc jeu dans les discussions. Mais si tant est que la situation est connue aujourd'hui, je pense qu'il faut mesurer le langage approprié vis-à-vis des interlocuteurs ou de ces interlocuteurs pour essayer de calmer la tension déjà existante. Mais si on ne le fait pas parce qu'on trouve peut-être c'est pas, on dribble les gens par des mots, des conciliabules d'un côté, et puis on estime que voilà, on va commencer par enregistrer les gens, alors que nous sommes dans un état dit de droit où les tests sont clairs en matière de mouvements, de mécontentement, de mouvements sociaux un peu partout. Donc, si on n'arrive pas à cadrer le débat sur cet angle-là, moi je pense que le gouvernement qui joue toujours le faux fuyant retrouve toujours en face de tout ce qu'il a pu poser et comme des actes impropres de par le passé. Voilà, Germain, vous avez parlé tout à l'heure de la STT qui nous habitue du déjà vu, mais c'est avec des conséquences, parce que hier on parlait de Dapaon, Justin en a fait cas tout à l'heure,
où il y a eu quand même une marche qui a abouti sur les locaux de la direction régionale, où les portes, selon nos informations, auraient été défoncées, sans oublier ce qui se passe sur le plan médical, où tout tourne au ralenti, sans oublier également la répercussion dans l'enseignement sur les programmes concoctés pour toute l'année scolaire. Oui, non, on donne l'impression que c'est un mouvement généralisé. Non, pas du tout. Vous savez qu'il y a 2 ans, 2 enfants avaient été tués à Dapan. Donc, les enseignants ont mis les enfants dans les rues. On a vu ce qui en est sorti. On voit aussi le mouvement Lomé, dont la STT, évidemment, est bien implantée à Lomé. Et puis à Dapan, où on a même vu la dernière fois qu'un surveillant a été arrêté, ici, au lycée technique. C'est plutôt certains élèves à Dapan qui manifestaient. Donc, bon, non, je crois qu'il s'agit donc d'une autre tentacule de la synergie dans Lomé-Dapan, mais ce n'est pas le cas dans les autres villes, donc il ne faut pas généraliser la situation. Mais j'ai écouté mon confrère qui donnait l'impression que le gouvernement n'a rien fait. Les travailleurs reconnaissent qu'il y a des efforts qui ont été faits. Il y a eu des engagements qui ont été respectés, mais pas tous. Maintenant, il faut continuer les discussions. Moi, c'est ce que je pense. Ce n'est pas en faisant la grève, en faisant les sittings qu'on va avancer. Il faut aller discuter. Ne pas tout obtenir, mais obtenir un peu. Ne pas tout refuser, mais donner un peu. Donc, selon qu'on soit travailleur ou qu'on soit employeur. Et donc, avancer. Maintenant, si les gens pensent que la grève est l'arme qu'il faut utiliser, il faut en user et il faut maintenant en abuser, bon, libre à eux. L'essentiel, moi, je suis part de la STT. Si les résultats escomptés sont là, on tirera chapeau, on dira vous êtes sur la bonne voie. Mais comme nous attirons la sonnette d'alarme régulièrement, nous disons que les syndicalistes n'ont pas le droit de mettre des enfants dans la rue pour revendiquer à leur place. Nous disons aussi qu'il ne sert à rien de quitter les discussions et de continuer à lancer les grèves en estimant que on doit vous inviter à discuter de votre plateforme parce que les autres ne sont pas concernés alors que vous ne représentez pas tous les travailleurs. Et quand on donne l'impression, le fait de pointer ceux qui ne font pas la grève, c'est aller contre le droit de grève. Je dis non. Le droit de grève est clair. Quand vous faites... par rapport au contexte actuel? Non, il n'y a pas de contexte. C'est une grève ordinaire. Est-ce que c'est une grève extraordinaire? Non. Et quand vous faites la grève, vous n'êtes pas payé. Ceux qui font la grève le savent. Donc, si on ne pointe pas qui est là, qui n'est pas là, comment on peut payer ou ne pas payer ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là? Est-ce que c'est relatif au salaire, puisqu'on demande également d'identifier les Togoulais qui seraient prêts à exercer la profession enseignante? Non, je vous explique. Au Ghana, il y a 3 ans, les médecins étaient en grève. Ils ont paralysé les hôpitaux. Qu'est-ce que le gouvernement ghanéen a fait? Il a amené 300 médecins cubains. Ce n'est pas la solution, mais ça a été fait au Ghana. Renseignez-vous, ça a été fait au Ghana. Mais si les gens refusent, par exemple, de soigner les malades, vous êtes un gouvernement, vous faites quoi? Mais ce n'est pas une bonne solution. J'estime qu'on aurait dû peut-être s'occuper des médecins ghanéens que d'aller importer des médecins. Mais le Ghana l'a fait. Qui on va également payer, peut-être oui, ne serait-ce que le transport, même s'ils viennent faire le bénévolat, ils sont hébergés et tout ça. Ce n'est pas une solution, mais ça a été fait. Mais c'est pour dire, si on dit, mais si demain les enseignants décident de paralyser l'éducation, qu'est-ce que le gouvernement fait? S'il ne peut pas satisfaire à 100% à leurs revendications, il fait quoi? Avec ses conséquences sur le niveau de l'éducation. Oui, mais il fait quoi? Mais il est obligé de trouver des solutions de secours qui peuvent ne pas être les bonnes, mais il est obligé parce qu'il a la responsabilité de former les jeunes, il a la responsabilité de ne pas engager les parents dans des dépenses que finalement l'année soit blanche et tout ça. Nous ne souhaitons pas que ça arrive ici, mais ce n'est pas des menaces. Et puis on ne peut pas licencier un travailleur comme ensemble nous le fait croire. Le ministre Gourdigou l'a dit, les textes sont assez rigoureux là-dessus. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vient pas au boulot qu'on peut le licencier. La procédure pour licencier un travailleur est très compliquée. Vous pouvez même déserter votre poste aujourd'hui. Et pour vous licencier, ce n'est même pas facile. Vous entendez souvent à la télé, on recherche les gens. Même après ça,
pour licencier les gens, c'est compliqué. Le gouvernement ne peut pas s'aventurer dans cette voie pour dire, mais vous faites la grève, on va vous virer. Non, ce n'est pas ça. Moi, je crois que cette démarche consiste à pointer les gens. Les grévistes savent bien, quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas droit au salaire. Bon, ceux qui font la grève, mais tu nous crois sur quelques jours de travail, ils ne seront pas payés, ils sont conscients. Ça, c'est le droit de la grève qui le dit. Ce n'est pas le gouvernement togolais qui l'invente. Ça se fait dans tous les pays. Donc, si à la STT, on dit non, que cette mesure-là veut dire qu'on menace les gens, non. Mais le gouvernement ne peut pas virer les travailleurs parce qu'ils font grève. Et je le dis, vous pouvez même déserter votre poste pendant des mois. Pour vous virer, ce n'est même pas facile. Mais ils savent que ce texte existe. Le gouvernement sait, les travailleurs savent que ce texte existe. Donc, je crois qu'il s'agit tout simplement de la surenchère. Mais il faut, à mon avis, que les uns et les autres retrouvent la table de discussion. On ne peut pas dire, c'est nous seuls. C'est avec nous seuls que vous devez discuter. Les autres centrales, là, ne valent rien. Ce sont des centrales qui vous accompagnent. C'est nous qui menons le vrai combat. Mais le combat syndical a commencé il n'y a pas 3 ans. Il a commencé il y a longtemps. Beaucoup de choses ont été obtenues par ces centrales-là que certains travailleurs aujourd'hui essaient de diaboliser. Non, je pense que c'est une solution d'ensemble. La STT gagnerait à rejoindre les discussions, à faire prévaloir son point de vue. Le gouvernement aussi gagnerait à faire un effort supplémentaire. Il ne s'agit pas de tout. Il s'agit pas de tout. Non, pas renouer avec le dialogue. Il ne s'agit pas de tout donner aux travailleurs, mais donner un peu. Faire un effort, on sent que vous avez fait l'effort, les travailleurs aussi. Et dit, bon, nous aussi, on se sacrifie, on reprend. Le gouvernement fait un effort, et puis voilà, donc je crois que le plus important, c'est de retrouver la table de discussion. Il y a un comité qui a été créé, il ne s'agit pas de le déserter, il faut le rejoindre. Voilà, Justin, vous avez compris, puisqu'aujourd'hui, il faut relever quand même que c'est la STT qui a retiré son représentant au niveau du comité de suivi. Aujourd'hui, pour dialoguer, ne faudra-t-il pas forcément réintégrer la table de négociation? Oui, moi, je pense dans un premier temps que lorsque nous sommes des communicateurs, sur un certain nombre de questions données, donc on doit énormément peut-être réfléchir 1000 fois, peut-être avant de prendre position. Parce que s'inscrit dans une logique d'accompagner ou de ne pas accompagner, de ne pas analyser la situation à sa juste valeur, je pense que ça fausse le débat. Et ça m'amène peut-être à parler un peu de l'historique de la création de la STT. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, le constat a été établi et que les centrales syndicats qui sont au devant de la lutte syndicale ont montré leurs limites. Ce sont des gens qui ont été inféodés, phagocytés par le pouvoir et qui n'arrivent pas à poser les bases réelles des revendications syndicales. Et ce qui a amené, à un moment donné, à ce que certains responsables de ces organisations syndicales sont retrouvés et ont créé la synergie des travailleurs. Avec tout ce que ce mouvement a pu faire et obtenir vis-à-vis des gouvernants. Et on peut parler, peut-être entre guillemets, d'avancée. Mais au même moment, il ne faut pas banaliser ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Croire que ce qui se passe là avec les grognes que nous observons, que c'est seulement à Lomé ou à Taparon, où on a même tendance à politiser la situation, à faire croire que ce sont les enseignants qui demandent aux élèves de descendre dans les rues, je pense que ça fausse le débat. Donc, les enseignants sont dans leur droit, ils revendiquent. Il va falloir discuter, poser le problème, et sur un certain nombre d'angles pour essayer de voir quelle solution il faut trouver. Tout à l'heure, je disais que le gouvernement a laissé la situation pourrir. Ça, je le dis, je l'affirme. Parce que... Mais vous-même, vous avez parlé tout à l'heure d'avancer quelque part. Je dis entre guillemets, avancer, par rapport à la création de la synergie. C'est-à-dire que les gens ont obtenu par catégorie selon 20 000 francs sur leur salaire ou 30 000 francs sur d'autres. Donc, entre guillemets, on peut parler d'avancer. Mais cela ne relève pas non plus de faire observer que dans les discussions, le gouvernement n'a pas joué franc jeu. Ben, ça m'amène peut-être à vous rappeler, si vous permettez. C'est le chef de l'État qui a annoncé les états généraux de l'éducation dans ce pays. Et de la santé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Allez au niveau des centres hospitaliers aujourd'hui, vous allez constater l'état de délabrement total où se trouvent les médecins, les praticiens de ces centres-là avant de travailler. Et ça a été démontré par ceux-là qui sont les premiers responsables au niveau de ces centres-là. Les discussions, les engagements qu'on a pris jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait que faire fuite en avant. On n'arrive pas à les respecter.
Et dans une situation donnée, comment voulez-vous peut-être discuter avec des gens qui, en réalité, ont mis autour de la table d'autres qui sont phagocytés et qui ont été pointés? C'est parce que, bon, il y a un pouvoir qui est là, qui a fabriqué des gens. Entre-temps, dans une émission, je vous parlais de l'origine de la naissance de l'Union Générale des Syndicats Libres du Togo. En 1993, en pleine grève générale illimitée. Mais aujourd'hui... Et par un certain monsieur, dans le temps, je voulais faire observer la fois dernière. Donc c'est pour dire qu'en réalité, si le gouvernement veut faire franc jeu... Est-ce que vous pensez que la discussion aujourd'hui ne peut qu'être concentrée sur la synergie? Non, ça dit qu'en réalité, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Au départ, après la discussion, après la signature je sais pas, du document provisoire, ou peut-être pas après la base à rejeter, il a été mis sur pied un comité dans lequel se trouve également la CDI des travailleurs du Togo. Mais depuis que le gouvernement a pris position en menaçant les travailleurs, les grévistes, les autres centrales syndicales n'ont pas pris une position par rapport à tout ça. Ils n'ont même pas dénoncé. Est-ce qu'ils sont obligés En réalité, oui. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi aujourd'hui la synergie a tellement de l'aura dans le monde syndical. Posez-vous la question. C'est parce qu'on estime que ceux-là ne sont plus crédibles. Maintenant, je reviens avec ma question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faille pas retourner autour de la table pour qu'ensemble, solution soit trouvée à cette situation? Bon, ceux-là qui sont les premiers concernés, on estime qu'autour de la table, peut-être peut y arriver. On peut parler peut-être de la loi de la majorité. Et à un moment où ils se sentiront peut-être minoritaires, puisque les 6 autres centrales syndicales, lorsque vous les suivez, vous les écoutez, ce ne sont pas réellement des gens qui sont engagés dans la lutte syndicale. Sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, si le gouvernement a bonne foi de discuter franchement avec les centrales syndicales ou qui que ce soit dans ce monde-là, mais si la synergie cherche à rencontrer le gouvernement n'a qu'à avoir le courage de rencontrer les responsables de la synergie. Seul. Mais c'est le souhait. C'est le souhait. C'est le souhait. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que la situation perdue comme ça et on lance un mouvement de grève? Et je fais observer que ce n'est pas seulement le ici. Entre-temps, à Sotouma, les lignes ont bougé. À Palimé, les lignes ont bougé. À Sokodé, les lignes bougent. À Dapao, les lignes bougent. À Lomé, les lignes bougent. Il ne faut pas prendre des gens comme, entre guillemets, des cons. On peut plus continuer par tromper tout un peu pendant toute une année, pendant des décennies. À un moment donné, sincèrement, il faut s'arrêter. C'est ça le problème. Voilà, Germain, vous avez suivi Justin. Que faire? C'est la grande question. Non, Justin a parlé d'accompagner, de ne pas accompagner. Je crois que c'est lui plutôt qui accompagne la STT. Nous disons une chose. C'est une question de principe, c'est tout. Non, quand tu dis d'ouvrir des discussions avec la STT, là tu me déçois un peu. Non, je dis, la lutte syndicale existait depuis, je le dis et je le redis. Mais il y avait 6 centrales syndicales avant la naissance. Les gens qui ont lancé la grève générale illimitée au Togo, ce n'est pas la STT. Donc, qu'on ne nous dise pas que les gens sont phagocytés. Quand vous discutez avec le pouvoir a mis en place un cadre de discussion. Mais discuter ne veut pas dire être acheté par le pouvoir. Ceux qui aujourd'hui ont quitté la discussion, mais tôt ou tard, ils reviendront aux discussions et on dira qu'ils ont été achetés. Parce que c'est comme ça qu'ils présentent les autres qui sont en discussion. C'est tellement dangereux parce que tôt ou tard, ils iront en discussion. Et en ce moment, est-ce qu'on pourra dire qu'on les a achetés? Non. Je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, il faut discuter. Mais si on veut s'entendre, comment on fait? Il faut se parler. Mais ce n'est que la base. Ils pourront faire des grèves pendant des années pour trouver une solution. Ils doivent discuter. Donc, pour moi, ce n'est pas la peine de perdre du temps à faire des grèves et puis à dire, bon, on attend qu'on nous appelle nous seuls, alors que depuis toujours, il y a un cadre où il y a des centrales. Moi, je ne suis pas... Je crois qu'il ne faut pas toujours parler pour faire plaisir aux gens ou dire, bon, il faut accompagner, ne pas accompagner. Nous sommes avec des travailleurs et leurs employeurs. Aujourd'hui, la vie est chère. Les gens estiment que ce qu'ils gagnent ne leur permet pas de vivre décemment et de travailler normalement. Des efforts ont été faits depuis 2006. Des augmentations consécutives ont été faites. Certains travailleurs, ceux qui ne gagnaient pas assez, les salaires ont plus que doublé. Ceux qui gagnaient moyennement ont vu des augmentations allant jusqu'à 30, 40%, 50%. Et pour les grands cadres qui tournent autour de 15-20%.
à peu près, quand vous suivez les différentes augmentations qu'il y a eu. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, les travailleurs réclament une augmentation de 100%. Ils savent bien qu'ils n'auront pas les 100%. Mais il faut qu'ils aillent ce que le gouvernement peut donner en attendant. Le gouvernement a promis en disant, nous avons fait certaines réformes sur le plan économique. Nous avons lancé l'OTR pour améliorer nos recettes. Et la première année d'exercice, l'OTR n'a pas rapporté comme ça devait. On sait aussi qu'il y a des priorités. Mon confrère décrivait les hôpitaux qui sont dans un état délabré, mais il a oublié de dire qu'il y a les hôpitaux qui ont été équipés. Il y a des hôpitaux qui ont été construits dans des localités où il n'y en a pas. Lesquels qui sont occupés? Pardon? Quel hôpital a été équipé? Il n'y a pas d'hôpital équipé. Ah, mais dis-le, c'est tout. Il n'y en a pas qui sont équipés. Dis-le moi, je ne sais pas. Le projet géré par le professeur Saunier a consisté à faire quoi? Et ça a donné quoi? Est-ce que ça a été équipé ou pas? Ça a donné quoi? Non. Mais je suis désolé, les scanners ne fonctionnent pas là. S'il te plaît, tu parles des scanners. Oui. Et de quoi d'autre qui ne fonctionnent pas? Il y a beaucoup, allez-y, oui, tout. Donc, je dis ça a été équipé, tu dis non. Non. Maintenant, que l'équipement fonctionne normalement, c'est un autre débat. Tu as parlé comme s'il n'y avait pas d'équipement. Je parle de délabrement total. Allez voir les difficultés que les gens ont pour peut-être faire la radiographie. Juste le constat est là. Quand tu parles, je ne te rentre pas dedans, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, sois un peu compréhensif, laisse-moi parler. J'aurais pu te couper une dizaine de fois parce que tu disais des choses qui ne tenaient pas, mais je te laisse on va aller pas à pas. Je peux t'écouter, mais tu disais plein de choses qui ne tenaient pas. J'ai pris mon mal en patience, je t'ai écouté. Donc, il faut m'écouter. Je disais, les hôpitaux ont été équipés. Des hôpitaux ont été construits. J'espère qu'au moins là, tu ne vas pas me demander où c'est. Les agents ont été recrutés parce qu'il faut vraiment couvrir le pays sur le plan sanitaire. Ça, je parle de la santé. Je ne parle pas des écoles qui ont été construites pour cette rentrée-là et tout ça. Ça veut dire que c'est des investissements qu'il faut faire dans plusieurs domaines. Au même moment, il faut gérer aussi le salaire de ceux qui travaillent. Et il n'y a pas que l'éducation et la santé. Il y a beaucoup de priorités au Togo. Tout est prioritaire. Les agriculteurs vous diront, ben, on est prioritaire. Et personne ne me dira qu'il ne faut pas manger, il faut financer l'agriculture. Le développement à la base, on dit, ben, il y a des gens qui sont exclus. Par exemple, l'accès au crédit et tout ça. Il faut aider les gens à se prendre en charge. Il faut mettre de l'argent. Mais on parle des infrastructures, tout ça. Je ne vais pas parler des routes, parce que ça, c'est la partie la plus visible. C'est-à-dire que rien n'est inutile dans ce qui se fait. Les investissements se font dans plusieurs domaines. Est-ce qu'il faut arrêter aujourd'hui pour dire, bon, arrêtons ça et finançons ça? C'est comme tout à l'heure, on dit 600 millions pour les candidats à la présidentielle. Pourquoi on leur donne 600 millions? On aurait pu donner ça aux travailleurs. Mais les partis politiques ont besoin des 600 millions pour battre campagne. Ça aussi, c'est une priorité. En fait, nous sommes devant un État qui, je pense, veut satisfaire une majorité de secteurs et de Togolais. Pas totalement, mais au moins dans une moyenne mesure. Ne serait-ce que faire le tour après. Moi, c'est comme ça que j'appréhende la situation. Je suis d'accord que nous sommes tous bénéficiaires de ce qui se fait dans les hôpitaux. On a besoin d'être en bonne santé. On a besoin de ces médecins-là qui, quand ils désertent leur travail, ça nous met en difficulté. On a besoin que nos enfants aillent à l'école, soient bien formés pour être la relève de demain. Mais je dis qu'il y a beaucoup de priorités. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut discuter. Il faut revenir à la table de discussion. Je l'ai dit, j'ai été clair. Il faut que le gouvernement fasse un effort pour satisfaire un peu, faire mieux que ce qui a été fait. Beaucoup de choses ont été faites, mais le gouvernement doit faire mieux. Mais les travailleurs aussi ne peuvent pas dire, ben, donnez-nous les 100%, les primes de déplacement, allocation, tout ça, tout ce qu'on a demandé, c'est ça ou rien. Non. Vous allez aux discussions, vous lâchez un peu, l'autre lâche un peu, et vous rebondissez après. Ce n'est pas une lutte qu'on mène, parce que j'ai vu des gens dire que ben, après les élections, ils ne pourront plus revendiquer. Donc il faut tout obtenir avant les élections. Mais ce n'est pas une lutte définitive. On dit ben, il faut se battre pour obtenir tout ça avant la présidentielle, et après on croise les bras comme si la lutte syndicale est finie. Je dis non. Mais vous obtenez des choses. Après les élections, est-ce que le travail finit? Est-ce que les revendications cessent? Est-ce que tout le monde sera au paradis? Non. On peut continuer par revendiquer. Donc pour moi,
puisque certains travailleurs ciblent la présidentielle en disant ben, on ne peut pas laisser, il faut le faire avant la présidentielle. Et ils sont dans cette optique, on met la pression. Je ne pense pas que c'est la meilleure formule. Il faut rejoindre les autres aux discussions. Il faut que le gouvernement aussi fasse un pas pour que les gens se disent bon, on a fait tout ça, on a obtenu un peu. Que le gouvernement se dise bon, on avait dit qu'on ne pouvait pas, mais on a fait l'effort et puis qu'on trouve un terrain d'entente, ne serait-ce que revenir quelques mois plus tard sur des revendications, parce que le combat syndical, ce n'est pas un combat de 2-3 semaines, c'est un combat permanent, c'est comme la liberté d'expression, c'est comme la démocratie, c'est des luttes permanentes au quotidien, même dans des pays où on croit qu'il y a la démocratie, mais il y a toujours des reculs et il faut toujours se battre pour atteindre ces idéaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager toute la classe politique se retrouver autour d'une table pour poser le problème par rapport à cette situation sur le plan social? Oui, avant de vous répondre, Rodrigue, permettez que je puisse quand même placer un mot. Je dis que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement autour de ce plateau. Il n'y a pas de porte-parole du non, gouvernement. Je fais une observation. Je ne suis pas là non plus pour parler du bilan du pouvoir en place. De la STT. Et seulement je fais une observation sur une situation donnée. Qu'est-ce qui a amené à la création de la synergie des travailleurs du Togo? C'est parce que ceux qui étaient devant n'arrivaient pas à donner plus de confiance aux travailleurs. D'où la création de la synergie des travailleurs du Togo. L'autre constat, le chef de l'État a reconnu qu'à un moment donné, il y a eu tellement de grogne sociale un peu partout, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation. Et dans l'un de ses discours, il a parlé des états généraux de l'éducation et de la santé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que les états généraux de l'éducation... Les travailleurs ne réclament pas les états généraux. Tu es en train de biaiser le débat. La STT ne réclame pas les états généraux. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Dans aucune revendication. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Moi, je présente je fais un constat, Rodrigue, permettez. Je voudrais juste faire une précision. Nous avons juste 55 minutes à passer dans cette émission et il y a encore d'autres sujets à discuter. Tout à fait. On va être bref. Donc, je dis, je fais un constat. Il a déjà dit. Je fais un constat. Non, je fais un constat. On peut évoluer. Je fais un constat. Est-ce que j'ai la parole? Mais tu dis les mêmes choses. Est-ce que j'ai la parole? Tu l'as? Est-ce que j'ai la parole? Mais laissez-moi terminer. Je fais un peu comme toi. Non, laissez-moi terminer. J'essaie de faire comme toi. Laissez-moi terminer. J'essaie de la parole. J'essaie juste de faire comme toi. Est-ce que j'ai la parole? Je fais exactement comme toi. Si vous permettez, je termine. Puisque c'est agréable. Je termine. Agréable de me couper. Je termine. Donc, c'est pour dire que c'est une question de constat dont on parle. Est-ce que les états généraux de l'éducation ont eu lieu? Oui ou non? Ce qu'on réclame. Est-ce que les états généraux de la santé ont eu lieu? Bon, à la presse. Toutes ces questions, je pense que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent ont la réponse. Mais ensuite, la question. Lorsqu'il y a revendication syndicale, et qu'on ne sent pas trop les politiques, notamment du bord de l'opposition, c'est parce qu'on a tendance à faire croire aux gens que tous ceux-là qui sont devant du mouvement sont manipulés et ce sont eux derrière qui invitent les jeunes et pour casser les véhicules et ainsi de suite. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que vous allez remarquer que les politiques, notamment ceux de l'opposition, ont pris du recul par rapport à la revendication syndicale. Alors qu'en réalité, les politiques peuvent aussi s'approprier tout à fait toute la nation. Parce qu'il y a des gens qui sont politiques mais qui travaillent également dans l'administration. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si par moment les politiques appellent à soutenir la manifestation, on a tendance à faire croire que voilà, ils sont manipulés et derrière c'est l'opposition, alors que ce qui se passe, le gouvernement a laissé pour lui une situation. Il faut que le gouvernement reconnaisse et essaye de poser la balle à terre, avoir une discussion franche avec les centrales syndicales et s'il le faut avec la STT, parce que c'est la STT maintenant qui est la locomotive. Ça, vous le voulez ou non, c'est la STT qui est la locomotive. Donc si vous arrivez à avoir les discussions franches avec la STT, je pense que lorsqu'on aura trouvé de compromis ou de compromissions ainsi de suite, je ne sais pas trop, mais je pense que ça peut aller sur des roulettes. C'est ça. Je reviens avec la question, Germain, aujourd'hui. Est-ce que sur ce sujet-là, concernant la grogne sociale, on peut envisager une rencontre de toute la classe politique autour d'une table pour en débattre, puisque c'est un sujet qui engage la vie de la nation? Non, on ne peut pas avoir une rencontre avec la classe politique. Je crois que des travailleurs s'adressent à leur employeur, qui est l'État. L'État est dirigé aujourd'hui par un parti
qui est au pouvoir, c'est le parti UNIR. Seulement que là où les hommes politiques pouvaient débattre de cette affaire, c'est à l'Assemblée nationale. Parce que le budget est adopté à l'Assemblée nationale et c'est dans le budget qu'on prévoit les salaires des travailleurs. Mais quand ce budget allait à l'Assemblée nationale, nous avons une assemblée au sein de laquelle il y a une majorité unie, c'est vrai, mais il y a de nombreux députés de l'opposition. Qu'est-ce que ces députés ont dit sur ce budget? Contre. Oui, non, il ne s'agit pas de voter contre. Il s'agit de se prononcer. Moi, j'aurais été heureux que des députés de l'opposition disent non, voilà tel milliard consacré au salaire par rapport aux revendications aujourd'hui, par rapport aux conditions dans lesquelles vivent les travailleurs. Nous pensons que cette rubrique-là devrait être augmentée. Ça a été dit. Je dis, ce n'est que là-bas qu'on peut faire le travail. Ça a été dit. Non, ça a été fait. je dis, ça a été dit, mais est-ce que le travail a été fait? Il y a une commission des lois, il y a une commission au sein de laquelle le budget a été travaillé. Le PNUD même a formé des députés pour qu'ils savent apprécier. Comment apprécier le budget. Donc, si un débat devait avoir lieu sur le plan politique, je ne réponds pas, je ne suis pas là pour dire que l'opposition devait soutenir ou pas. Je dis que c'est une affaire entre un employeur et ses employés. Mais nous avons ceux qui décident de ce qu'il faut payer aux travailleurs. C'est vrai, le gouvernement élabore le budget par rapport à ses prévisions de recettes et de dépenses. Mais les députés, c'est eux, en définitive, qui se prononcent. Donc, je crois que si les hommes politiques devraient pouvoir, et du pouvoir et de l'opposition, travailler sur la question, c'est à l'Assemblée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'opposition et le pouvoir n'ont qu'à se réunir et discuter avec les travailleurs. Ça ne se fait pas. Parce que le pourquoi j'ai posé la question au lendemain de l'attaque du journal Charlie Hebdo en France, on a vu quand même le président François Hollande multiplier des rencontres avec Nicolas Sarkozy, avec les leaders des autres mouvances. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est la France qui a été attaquée. Ce n'est pas... Non, c'est juste... Moi j'explique le pourquoi j'ai posé la question. Oui, ici c'est du syndicalisme. C'est-à-dire, c'est comme demain, vous dites, nous ici à KNTV, on fait la grève, nous ne sommes pas bien payés. Ah, mais les autres radios, ou l'hôtel à côté, ou je ne sais rien, n'a pas à se mêler de ça, à venir voir le patron pour dire, bon, nous sommes voisins de la radio, et puis quand les agents sont en grève, non. Je crois que c'est une affaire qui concerne l'État et ses employés. Et ses employés. L'opposition fait partie de l'État au niveau de l'Assemblée nationale, où politiquement ils pouvaient discuter de ces questions, s'ils n'ont pas pu s'entendre et que le budget a été voté. Aujourd'hui, c'est les contraintes budgétaires. Quand vous écoutez le gouvernement, il dit que c'est des contraintes budgétaires. Selon nos prévisions au niveau du budget, nous ne sommes pas en mesure de faire ceci, cela. Et ces prévisions-là ont été adoptées à l'Assemblée nationale, où il y a toute la classe politique. Le gouvernement a été averti. Donc si un débat devait se faire, c'est là-bas. Donc aujourd'hui, à mon avis, il n'y a pas possibilité que l'opposition et UNIR rencontrent les travailleurs pour régler leurs problèmes. Non, il n'y a pas. Pour moi, si ça devrait se faire, c'est peut-être en amont à l'Assemblée nationale où les députés devraient s'entendre sur ce qu'il faut allouer donc, pour le paiement des salaires. Très bien, je crois qu'on va évoluer. Oui, permettez 30 secondes peut-être que... Oui, permettez 30 secondes peut-être, je place seulement un seul mot. Je dis tout à l'heure que le gouvernement a laissé cette situation pourrie, voilà, nous en sommes. Sur le questionnement même du budget, au moment où le budget se présentait, où le ministre de l'économie présentait le budget aux parlementaires, ce problème a été anticipé, que nous sommes en face d'une situation donnée où la grande sociale est toujours en ébullition. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui présenter un budget qui est à moins de 1000 milliards par rapport à tout ce que nous avons comme potentialité de ressources en matière de ressources minières et tout et tout? Mais ce questionnement n'a pas trouvé de réponse. Lorsque aujourd'hui les économistes montent au créneau pour dire que 200 à 300 milliards disparaissent chaque année et que la masse salariale est autour de 97 milliards de francs par an, et qu'au même moment on dit qu'on n'a pas les moyens, il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays et on n'arrive pas à satisfaire les besoins. On va y revenir. Aujourd'hui, le souhait serait quand même qu'ensemble, entre gouvernement, c'est-à-dire employeurs et employés, comme les uns et les autres ont eu à le dire, arrivent à
se comprendre et trouver une solution à cette situation. Nous allons parler politique à présent avec surtout hier le sitting des ODDH et du mouvement Tchobwe devant le siège de la CENI. Et plus tard dans l'après-midi, c'est un démembrement de tout ce mouvement qui était en conférence de presse pour annoncer sa désolidarisation des activités. Justin, vous y étiez. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre dans cette désolidarisation? Alors, tout d'abord, j'aimerais quand même parler, pas forcément en tant que journaliste, mais en tant que membre de la coordination de Cibal Togo, puisque j'en fais partie. Et nous étions là, et l'objectif fondamental de Cibal Togo, c'est parce que le constat établi qu'à un moment donné, les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre, peut-être sur le minimum, à ce que les réformes qui est contenues dans l'accord politique global signé le 20 août 2006 soient mises en œuvre. Et on remarque que d'un camp, du côté de l'opposition, on estime que c'est le pouvoir, du côté du pouvoir, on estime que c'est l'opposition, ainsi de suite. Et c'est là où l'idée est venue de mettre sur pied Cibal Togo et par sa coordination, nous y sommes, et pour essayer de se baser sur l'article 4 de la Constitution togolaise pour recueillir ces 100 000 signatures afin de provoquer ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire. Et à partir de là, donc, le peuple, par sa volonté, peut obtenir les réformes dont il est question aujourd'hui. Maintenant, donc, la pétition est lancée, les gens posent leur signature et que nous collectons la signature progressivement. À un moment donné, bon, il s'est passé un problème, peut-être sur lequel permettez que je ne puisse pas revenir aujourd'hui. Mais on se raconte de par moment pour voir quelle stratégie encore mener pour amener les gens à comprendre l'initiative et à signer la pétition. Maintenant, par rapport à la désolidarisation. Et puis, d'un seul coup, voilà qu'on en prend le nom de Cibal dans un regroupement de partis politiques et associations qui s'appelle Tchobwe. Et au bas du document, on a trouvé le nom du coordinateur adjoint, M. Guillani Nefa. On a tenté à le joindre, on ne l'a pas pu, et après on s'est rendu compte qu'il n'était même pas au pays. Il était en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'a pas pris part à des discussions préalables ou quoi que ce soit puisse signer un document dont il ne se réclame pas? Donc on a attendu son retour, il a regagné le Bercail, on a eu des discussions avec lui, après on était parti voir le coordinateur qui n'est autre que M. Claude Amengambi. Mais dans la discussion, il faut quand même avouer que ça n'a pas été aussi facile. Nous nous sommes dit, mais tel que ça se passe là, parce que dans le front Tchobwe, les discours ne sont pas cohérents. Il y a certains qui disent qu'il faut boycotter, il y a certains qui disent qu'il faut empêcher, il y a d'autres qui s'attaquent à des personnalités, que ce soit du côté du pouvoir ou que ce soit du côté de l'opposition. Alors que Cibal Togo, c'est un mouvement citoyen. Ce n'est pas dans l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. C'est un mouvement citoyen. Et j'avoue ici que lorsque nous avons lancé la pétition, il y a même des gens du Parti Uni qui ont estimé qu'il est bon, il serait souhaitable que les réformes soient faites. Il y a même des personnalités du côté des autres formations de l'opposition, que ce soit du CAR, que ce soit au niveau de la CPP, et ainsi de suite. Donc nous avons estimé que l'objectif pour nous, ce n'est pas d'attaquer qui que ce soit. C'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen. Donc pour nous, il s'agit de recueillir les signatures, les 600 000. Et non d'aller faire un sitting. Et non d'aller se faire inscrire, enfin, de faire partie d'un front qui s'appelle Tchomwe, qui plus est, avec des discours et tout, et que par après, bon, c'est le sitting. On s'est dit, bon, tel que les gens nous appellent, ceux de la diaspora et de Lomé, veulent comprendre, parce que tout ce que nous avons eu à faire par le passé ont été médiatisés, donc nous nous sommes dit qu'il va falloir maintenant monter au créneau pour essayer de clarifier. Avant de donner la parole à Germain, j'aimerais juste peut-être un éclaircissement autour d'un point. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une manière pour vous de désavouer Claude Amengambi qui était hier au cœur de ces mouvements au niveau de la CENI, peut-être qu'il serait ce matin encore? Non, en tant que personne physique, Claude Amengambi, il est libre. Il est le responsable du Parti des travailleurs du Togo. Mais en tant qu'entité Cibal Togo, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de ne pas nous mêler par rapport à la situation. Appeler quelqu'un à boycotter, à ne pas boycotter, à aller faire un sit-in, ce n'est pas ça notre objectif. Nous sommes dit, j'ai mon opinion par rapport à ce qui se passe du point de vue de l'actualité nationale. J'ai ma position. Et peut-être si on rentre dans le débat tout à l'heure, là je donne ma position. Mais lorsque je parle peut-être en tant qu'un membre de la coordination de Cibal Togo, ça s'inscrit dans la logique de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on s'est dit dans Cibal Togo? C'est de recueillir les signatures, point barre. Et non de se mettre. Non, mais non, on n'a pas tenu de réunion à discuter, dit ok, on va dans tel regroupement
où on prend position sur telle question. Ça n'a pas été discuté dans la coordination et que d'un seul coup, le nom de Siba se retrouve dans une organisation, dans un regroupement. C'est là que nous nous sommes dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et on a eu à exprimer notre position hier au cours de cette conférence de presse-là. Voilà, Germain, la situation, elle est là et peut-être que les auditeurs, les téléspectateurs vont comprendre à partir de cet instant ce qui s'est réellement passé. Votre point de vue autour de la question? Bon, je n'ai pas du point de vue. Je constate qu'il y a des particules, des partis politiques sans représentation réelle sur le plan national. Il y a des organisations dites de la société civile sans grande implantation aussi, qui n'existent que de nom et qui se sont alliés à des partis politiques pour faire des actions. Et aujourd'hui, il y a un désordre dans tout cela. Je crois qu'à un moment, il y a eu certaines associations comme Cibal qui sont plus proches de l'ANC et de CAP 2015, qui ne veulent pas s'associer à ce que fait aujourd'hui le Front Tchobé parce que Jean-Pierre Fabre est candidat, donc ces associations le soutiennent. Il n'est pas question donc d'aller manifester avec un front qui dit vouloir bloquer le processus électoral et qui appelle à une transition au cours de laquelle... Tout à l'heure, Justin a parlé de mouvement citoyen qui n'a rien à voir, pas de coloration. Oui, non, mais on est habitué à ça au Togo. Quand le CACIT, tout ça, quand il y avait le CST... Moi, je vous dis que... Justin, laisse-moi finir. Je m'explique parce que là, c'est vous attaquez à notre mouvement. Ce n'est pas à ton mouvement seul. Attendez, je vais te donner plusieurs exemples. Oui, mais quand tu dis que Sibal est proche du CAP, vous n'avez pas les éléments de preuve. J'ai des éléments de preuve. J'en viens rapidement. Maintenant, prouvez-moi. Nous avons une société civile, une certaine société civile, qui s'est accrochée à des partis politiques. On a vu le CST. Mais le CST a été une coalition électorale. Au sein du CST, malheureusement, il y avait même une association de journalistes, SOS Journalistes en danger. Est-ce qu'ils sont partis pour être au niveau des élections? Mais Justin, de cette association SOS Journalistes en danger. Le CST était une coalition électorale qui allait aux législatives dernières. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous n'avez pas supporté un homme politique. J'en viens, laisse-moi finir. Ça, c'est l'exemple du CST. SOS Journalistes en danger, organisation à laquelle tu appartiens, oui, et aller aux législatives de 2013. On est d'accord? Vous n'êtes pas sorti du CST avant les législatives. Donc, vous êtes allé aux élections. Mais c'est du désordre. Aujourd'hui, vous avez créé autre chose, puisque finalement, SOS, c'est autre chose. Vous travaillez avec un Claude Damegavi, qui est un leader de parti politique, au sein d'un mouvement que vous dites encore citoyen. Et que ces gens-là, aujourd'hui, on sait qui se sont désolidarisés de Jean-Pierre Fabre. Alors, ceux qui se retrouvent avec Jean-Pierre Fabre, comme au temps du CST, comme vous, eh bien, vous êtes obligés de vous désolidariser. Maintenant, pour revenir à la manifestation d'hier, heureusement, je peux peut-être vous féliciter parce que vous êtes sortis à temps, puisque c'était finalement un fiasco. Vous aurez pu vous faire éclabousser pour rien. Mais vous vous rendez compte qu'il y a à peu près une quinzaine d'organisations de la société civile et 4 partis politiques qui n'arrivent même pas à rassembler 30 personnes. Mais c'est à croire que ce sont des individus qui circulent sur les radios et qui prétendent parler au nom des mouvements de société civile, au nom des partis politiques. Ne serait-ce que des membres de chaque bureau d'association de partis présents, on aurait vu plus que ça. Ça veut dire que c'est les individus là qui se baladent sur les radios qui se sont retrouvés là-bas. Bon, heureusement, là, je salue le confrère parce qu'ils se sont retirés à temps. Je vais les mettre dans le même lot pour dire qu'ils ne représentent rien. Mais je crois qu'il faut faire attention. Il faut rester dans son rôle. Essayez, parce qu'il n'y a pas de cohérence. Je l'ai dit, il y a quelques confrères qui disent, mais d'abord, vous avez dit CST, c'est un mouvement citoyen. Après, du moment où le CST va aux élections, moi, je parle des journalistes, les autres de la société civile, c'est le problème. Mais c'est à vous, de journalistes, de dire, bon, nous, on est journalistes, là où vous allez, là, ce n'est pas notre boulot, ça. Nous sortons du CST. Avant les législatives, ça n'a pas été fait. Vous êtes allés aux élections, Justin Nani. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire le contraire. Je dis, vous êtes proche de l'ANC, et donc vous êtes retiré du Front Tchobé. Je t'ai apporté des éléments de preuve. Voilà, Justin, vous voulez réagir? Oui, j'aimerais réagir par rapport à sa première déclaration. Lorsqu'il disait tout à l'heure qu'on est proche du CAP, on est proche de ceci, je fais observer que dans notre mouvement, chacun est libre
chacun peut avoir un marteau politique. Mais par rapport à la vision, à la démarche même du balai du citoyen, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, le pouvoir en place... Non, ça c'est la théorie. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ça c'est la théorie. Laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer. Tu fais trop de théorie. C'est trop facile d'attaquer. Je ne t'ai pas attaqué. Oui. Je t'ai prouvé que tu es allé aux élections. J'en viens. Non, j'ai prouvé que tu es allé aux élections en tant que journaliste. J'en viens. Voilà, je ne t'attaque pas. J'en viens. Donc, à partir de ce moment-là où il y a un pouvoir qui a pris des engagements, qui n'arrive pas à respecter ses propres engagements, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Écoute, il ne faut pas distraire. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer parce qu'il a tenu des propos qui en réalité ne collent pas. Oui, laissez-moi terminer. Je vais t'expliquer. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là où le pouvoir n'arrive pas à respecter ses propres engagements vis-à-vis de l'accord politique global, il revient maintenant à ce peuple-là de prendre son destin en main. Qui dit peuple, j'en fais partie moi. Donc s'il y a une initiative qui peut amener le peuple à provoquer ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire et qui est reconnu par la constitution de notre constitution en son article 4, je pense que toute personne censée réfléchir dans le bon sens peut entamer la démarche là. C'est là où moi je fais également observer qu'il y a pratiquement il y a des personnalités qui sont parmi nous, mais qui n'ont pas forcément la même vision que chacun d'entre nous. Et la vision est partagée. Maintenant, sur le questionnement qui a trait au collectif Sauvons le Togo, nous n'ayons pas la mémoire courte. On a vu comment le collectif Sauvons le Togo a été créé. Et l'objectif fondamental également à l'époque, souvenez-vous, c'était pour obliger le pouvoir à opérer les mêmes réformes. C'était la question aujourd'hui. Et avoir une transition aussi. Attends. Vous voulez une transition aussi? Non, attention. Ne mélangez pas les choses. Votre plateforme. Allez retourner. La plateforme du CST, vous l'avez permettez. Est-ce qu'aujourd'hui, Justin, voilà, on nous fait signe qu'il reste 5 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, Justin, et ça ne fait pas cafouillage dans la tête peut-être des Togolais de voir qu'à un moment donné, on est peut-être en politique, ou à un moment donné, on se retrouve en mouvement citoyen? Non, ça ne fait pas de cafouillage. C'est là où je vous expliquais tout à l'heure. C'est ce que tu penses. C'est là où je vous expliquais au départ. Il faut mettre en place un mouvement. Donc, il puisse provoquer la dynamique pour obliger le pouvoir à opérer les réformes. Et lorsque le mouvement a été déclenché, très rapidement, qu'est-ce que les gens ont eu à faire? Les gens ont brûlé les deux marchés du Togo pour attribuer la responsabilité au mouvement collectif Sauvons le Togo. Vous vous rappelez? Maintenant, tout le développement que ça a... La justice n'a pas établi à brûler les marchés. Non, ça dit que c'est sur la base des éléments présentés par le procureur de la République. Je parle en fonction de cela. Maintenant, sur cette base-là, si on est dans une démarche et que les politiques se retrouvant ont su que voilà, avec tel nom, on puisse aller aux élections et gagner, et ils ont utilisé le nom qu'aujourd'hui, il n'y a pas le nom CST collectif Sauvons le Togo au Parlement. Il y a le groupe parlementaire ANC a dit. Et aujourd'hui, on a le groupe parlementaire ANC. Ça n'engage que ceux-là qui font la politique. Mais rappelez-vous également, il y a d'autres mouvements, que ce soit le mouvement ne touche pas ma constitution, le mouvement 150 ou quoi, et qui sont des mouvements dans lesquels il y a des journalistes qui sont affiliés au pouvoir, qui soutiennent. Il y a des gens qui font partie de des mouvements qui soutiennent l'UNIR. Il ne faut pas me dire le contraire. On se connaît dans ce pays. C'est une question de la responsabilité. Il nous reste 4 minutes. Nous sommes sincères de tout ça par rapport à soit vous voulez faire la politique. Non, ça veut dire que la situation les citoyens. Merci. Si vous permettez, aujourd'hui, le scrutin présidentiel aura lieu le 15 avril prochain. La Cour constitutionnelle a validé les 5 dossiers de candidature, mais il y a un fait peut-être qui attire l'attention des gens, c'est quand on est habitué à un nom directement, aujourd'hui on retrouve un autre nom. Est-ce que ça va être facile aux Togolais de se retrouver avec leur candidat? Oui, ça sera facile parce que le bulletin... Il n'y aura pas Jerry sur les bulletins? Oui, il y a d'abord la photo. Il y a la photo. Il y a le net, oui, j'en viens. Il y a la photo, il y a le logo du parti, qui sont des avantages. C'est vrai que même moi, je suis ici, on m'appelle Germain Pouli. Mais quand vous prenez mon papier, je suis Pouli et Sohanam. Je crois que c'est pour... Donc ça veut dire que, ben voilà, Rodrigue, si on prend ton... Donc, non, c'est normal. Bon, Jean-Pierre Fabre, par exemple, lui, il est français. Il est français, il est togolais.
Donc, que son nom sonne français ou pas, il n'y a pas de problème. C'est son vrai nom. Sur le papier, c'est exact, il n'y a pas de problème. Mais la plupart des Togolais ont des noms dits authentiques. C'est venu beaucoup plus après 74. Je crois que Jerry Tama aurait pu avoir Jerry Tama. Je pense qu'il est né après 74, si je ne me trompe pas. Et il aurait pu, mais il a un prénom authentique et il ne peut pas s'amuser à mettre Jerry Tama qui n'est pas reconnu à l'état civil. Donc, je pense que, est-ce que ça va tromper ses électeurs? Je crois que Jerry a l'avantage d'avoir dans son électorat une frange jeune. C'est beaucoup plus les jeunes qui l'accompagnent. Et donc, ils sont forcément allés à l'école, comme on le dit, terre à terre. Et ils peuvent se retrouver. Et qui vont se retrouver forcément dans le logo du net, dans la photo de Jerry. Et puis, il y a le Tama qui est là, même s'il n'y a pas le Jerry. Bon, moi, je crois que c'est tout à fait normal. Maintenant, un regard sur le processus en général, puisque nous sommes à quelques temps. Oui, non, je crois qu'après la validation des candidatures par la Cour suprême, on attend la Cour constitutionnelle, toutes mes excuses, qui a perdu. Donc, un de ses membres, on présente nos condoléances donc, à la Cour constitutionnelle qui a perdu un juge hier. Et donc, je crois qu'on attend donc vivement de voir l'ouverture de la campagne électorale qui est donc la dernière ligne droite et que les candidats puissent librement parcourir tout le pays, puissent partager leur projet de société avec les Togolais, puissent les convaincre et que librement les gens votent le 15 avril et que le vote des Togolais soit celui-là qui sera réellement proclamé. Je crois que c'est notre souhait et j'espère que tous les candidats, ils ont reçu quelques moyens pour faire le travail. D'autres en ont encore besoin, beaucoup plus que ce qu'ils ont reçu de la part de l'État. On espère qu'ils vont mobiliser ces fonds-là et qu'on assiste à une campagne assez paisible comme ce fut le cas en 2007, 2010 et 2013. Voilà, Justin. Non, par rapport au processus, moi je dis qu'il revient à ceux-là qui organisent les élections de jouer franc jeu, d'organiser les élections. Il faut rappeler que maintenant c'est une équipe collective qui organise. C'est tout le monde qui organise les élections. Moi je dis ceux-là qui organisent. Ouais, c'est ce que je dis. C'est tout le monde qui ceux qui organise. Ceux qui organisent les élections. Ils ont la lourde responsabilité d'organiser des élections crédibles, transparentes au Togo. Parce que déjà, il y a le problème de fichier qui est posé, il y a certains qui demandent l'audit, et ceux-là ne sont pas en victime expiatoire. Donc, ils savent de quoi il est question aujourd'hui. Même si un fichier PDF a été donné, que le travail a été fait, il a été observé, remarqué et décortiqué, et qu'en réalité, il y a tellement de doublons, il y a tellement des mineurs qui sont inscrits, il revient à cette scène-là, ceux-là qui organisent, de jouer franc jeu, d'organiser les élections à ce qu'au lendemain, qu'on ne puisse pas connaître ce qu'on a connu de par le passé. Donc, sur la question peut-être de qui est candidat, qui ne l'est pas, ou les candidats, les candidatures qui sont retenues au niveau de la Cour aujourd'hui, je pense que les Togolais sont assez mûrs. Ils savent d'où ils ont quitté, là où ils vont. Et chacun, je sais, au moment opportun, saura quel choix faire pour que le Togo puisse sortir de cette situation-là, où tous les jours que Dieu fait, on ne fait que connaître la grève. Et je termine pour dire que dans un pays sérieux, un gouvernement qui est sérieux, qui est en face donc d'un mouvement de grogne, n'ose jamais à organiser une élection. Si tant est qu'on le fait au Togo, on entend de voir ce que ça va donner. Non, tu racontes des histoires. En tout cas, on va dire, malheureusement, nous avons épuisé tout le temps qui nous est accordé dans ce numéro de votre émission Grand Jury. Merci pour votre attention. Merci à nos invités pour leur disponibilité. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, que ce soit ici à Tchévier sur Espoir 47 ou encore à Lomé sur Radio KNTB, à Palimé sur Radio VGK, à Nègre Radio Lumière sur le web, ebenradio.com et togovision.com. Bien de choses chez vous. Au revoir.